Bonjour Lionel Emery, merci de nous recevoir chez vous, à Montmartre. Avec joie, avec une vue extraordinaire sur la ville de Paris. Oui, sur tout Paris d'un côté, sur les beaux petits jardins en face. C'est merveilleux parce que c'est une rue qui est très calme. On l'entend. Ah oui, c'est très calme. Et puis c'est bon, à part le fait que ça monte, mais ça se gagne. Ça c'est génial. Voilà. La première fois que je vous ai rencontré, vous m'avez appris que vous étiez issu d'une famille de paysans, mais du paysan du Vexin français, du Val d'Oise. En fait, les halles de Paris, telles que le ventre de Paris les décrit, Zola, c'était ici, ça a été changé depuis, mais Paris était nourri par toute une périphérie de paysans et de maraîchers, pas très loin, à 6-7 km d'ici, dans le Val d'Oise en l'occurrence, à Grollet. Et moi, je viens d'une famille sur plusieurs siècles de paysans agriculteurs. Par exemple, François-Régis Gaudry a écrit un livre sur la gastronomie française il y a 3 ans. La première page de son gros livre parle de la poire de Grollet, d'où je viens. C'était vraiment un summum de gastronomie. Malheureusement, comme la promotion immobilière a tout rasé, il n'y en a plus. Mais voilà, c'était vraiment un cru. Il y avait les asperges d'Argenteuil aussi. Les asperges d'Argenteuil. On avait à Grollet et à Saint-Brice aussi une spécialité très très à part qui était les pivoines, avec 38 variétés, des fleurs sublimes qui sont effectivement que pendant 1 mois. Et quand on voit des photos des halles de Paris en noir et blanc, il y a des grosses mannes comme ça en osier avec des montagnes de pivoines, toutes les variétés qui existaient déjà à l'époque. Donc moi j'ai grandi entre guillemets dans les pommes, les poires et les pivoines. Et pas les Scooby-Doo. La rhubarbe et pas les Scooby-Doo. Et à 13 ans, j'ai eu mes propre ruche parce que le hasard d'un essaim d'abeilles sauvages qui s'est installé dans les branches d'un poirier a fait ce qu'on appelle une ruche. La ruche, tout le monde pense au bâtiment en bois, mais en fait, ce qu'on appelle ruche au départ, c'est des grands pins de cire qui s'installent dans une charpente, dans un arbre, comme etc. ça, sauvage. Sauvage, et il y a 40 000 sujets, donc une ruche, c'est 40 000 sujets, 40 000 abeilles avec une reine. Et on a vu ça dans un champ de poiriers à Luzarches, en l'occurrence, qui a été rasé, là aussi, pour de la promotion immobilière. Bon, ça, c'est mon drame existentiel. Et mon père savait pas quoi en faire. Et un vieux monsieur que mon père connaissait est venu et a dit « Mais ça, je te vends une ruche, on va faire ça. » On a été récupérer les pins. Alors, c'est tout un travail. On les a remis dans une vraie ruche, cette fois-ci en bois. On a attendu que les abeilles fassent la danse du rappel. Elles sont venues s'installer une fois que la reine l'a décidé, et de 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 ruches, de mes 13 à 25 ans. Et elle existe toujours, cette ruche ? Ces ruches, je ne les ai plus. Il y a eu le varroise, qui est un virus. Certains disent varroa en 92, et puis on m'en a volé 2, donc j'ai arrêté. Voilà. Ouais, mais moi, je suis fasciné par les abeilles. C'est merveilleux. C'est un monde extraordinaire qui me manque beaucoup, qui m'a beaucoup appris, et qui est à la fois d'une complexité, d'une organisation et d'une simplicité de fonctionnement absolument incroyable. J'ai passé des heures et des heures et des heures à les regarder. Et les abeilles, 40 000 sujets, bien qu'elles se renouvellent régulièrement, de génération en génération, elles vous connaissent quand c'est vous qui vous en occupez, à tel point que moi, quand j'allais m'asseoir près de ma ruche, elles venaient, s'installaient. Quand j'allais les derniers temps récolter le miel, je prenais plus de masque, plus d'enfumoir, c'était plus nécessaire. Il y a 40 000 sujets qui se renouvellent tous les 40 jours en été, un peu plus en hiver, et les nouveaux vous connaissent. C'est comme si le message était transmis. Lui, là, c'est notre protecteur, on n'y touche pas. Par contre, vous y allez. Oui, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est un monde extraordinaire. Mais enfin, les apiculteurs, on les oblige quand même à mettre le scaphandrier, non ? Eux, j'ai envie de dire oui, mais parfois pas forcément. Et évidemment, quand c'est des apiculteurs professionnels, des ruches, ils en ont peut-être 20, 30, 40. Donc cette connaissance comme moi, cette intimité que j'avais, peut-être qu'elle n'est pas la même. Moi, j'en avais 5, dont la toute première. On était... oui, ça paraît fou de dire ça, mais comme quand vous allez voir vos chats ou vos chiens dans un parc, ou je sais pas. Oui, mais on a du mal à imaginer que les abeilles peuvent devenir familières, mais bon. Il y a des photos, moi j'en ai pas. Non, mais je le crois. On voit des hommes comme ça, ou des femmes recouverts d'abeilles, comme une barbe et tout. Oui, j'ai déjà vu. Elles existent, ces photos. C'est ça, en fait. Il y a un lien. Alors, ça paraît curieux, parce que c'est 40 000 sujets, quand même. C'est pas comme un chat ou un chien, ou même peut-être, je sais pas, des oiseaux. Non. Et en plus, on n'a pas la même connexion théorique que ce qu'ont les mammifères ensemble, ou le reptile et l'homme.
C'est un mystère, mais c'est sublime. Mhm. Bon, alors oui, Alors, je viens de là. bonjour aux apiculteurs, mais Oui. on va passer à un autre sujet. Donc, alors, la campagne, un enfant de la campagne, et donc les études, ça va être pas du tout le lycée agricole ni rien. On passe directement à l'école hôtelière. Alors, il y a plusieurs raisons. Effectivement, il y avait déjà à l'époque ce que moi j'appelle la promotion immobilière sauvage, où on se faisait tout accaparer avec ou d'expropriation, ou enfin bon, les parcelles ont été prises. À la place, maintenant, il y a des centres commerciaux, des ronds-points, des lotissements, etc. Bon, très bien. Donc déjà, il y avait ça. On perdait notre outil de travail. Ensuite, pourquoi en France les cultivateurs se suicident? C'est que c'était de moins en moins rentable, voire totalement déficitaire. Moi, je me souviens que des hivers où quand on avait payé tous les ouvriers, pour chauffer la maison, c'était plus possible. Enfin, voilà. Bon, il y a ça. Donc mes parents m'ont vraiment incité à ne pas le faire, même si j'aurais voulu. Et moi, l'école, à un moment donné, m'a beaucoup ennuyé, le paradoxe, avec ce que j'ai fait par la suite. Beaucoup ennuyé, ça me rendait triste et malheureux. J'ai envie de partir aussi de cet environnement. Et je suis parti en internat faire une école. Enfin, on fait pas une école, on rejoint une école hôtelière à Saint-Quentin-en-Yvelines. À l'époque, c'était des BEP. Donc j'ai fait un BEP de restauration, un CAP de sommelier. J'ai passé, alors j'ai pas gagné, mais le concours Trophée Ruinart, qui était le concours du meilleur jeune sommelier de France. Et de là, j'ai eu un BTH, brevet technicien hôtelier. Maintenant, je crois qu'on appellerait ça un bac pro. Donc j'ai travaillé, bien sûr, quand Alain Passard a ouvert son restaurant en 86. C'était l'autre siècle. Son sommelier n'a pas pu venir le soir de son ouverture, et donc c'était les grèves à l'époque de Vaquet au piquet. On ne pouvait pas accéder dans Paris, et à part en transport en commun. Et c'est moi qui ai fait son ouverture de restaurant en décembre 86. J'étais tout jeune, j'avais 17 ans, mais comme j'avais fait un stage de sommellerie durant l'été d'avant, le patron de cet endroit-là me dit va chez ce monsieur faire son ouverture. Et je connaissais tous les vins, parce que c'est lui qui avait fait la carte. Donc voilà, et puis après j'ai travaillé avec Michel Kérévert au Duc d'Enghien et d'autres, enfin voilà. Ça, c'était l'école hôtelière. Alors, donc de là, on arrive à un Lionel Emery qui devient notaire. Ouais. Alors là, il faut qu'on m'explique le cheminement. Alors, j'ai parlé justement tout à l'heure de l'expropriation immobilière un peu sauvage, de comment de braves et simples, et je vais pas faire du misérabilisme, mais comment de braves et simples paysans se font rouler dans la farine par des promoteurs à coquiner, avec des mairies à coquiner, avec des aménageurs, etc. En fait, on se fait littéralement spolier. Et moi, je me suis dit à un moment donné, justement en découvrant à Paris, dans ces restaurants, une certaine élite, magistrats, avocats, hommes politiques, je me dis, ouais, quand même, les études, ça rend fort. Les études, ça permet de discerner. Les études, ça permet d'affronter. Et puis peut-être aussi, il y a de la technicité qui me manque. Donc en n'ayant pas de bac, ça c'était la difficulté, j'ai essayé de rentrer dans des facs de droit. Je me suis fait refouler comme un gueux par les grandes facs parisiennes, Assas, Sorbonne, Panthéon. Et curieusement, Nanterre et Villetaneuse, il y avait un bureau des équivalences par rapport à un dossier d'un élève futur étudiant sans bac, m'ont pris. Donc je suis arrivé à la fac en n'ayant fait aucune philo, aucune histoire, aucun français, je parle niveau bac. Donc j'étais un peu terrorisé, voire complexé. Et puis j'avais 2 ans de plus que tout le monde, puisque j'avais un parcours plus long et que j'avais travaillé. Mais quand même, j'ai eu toutes mes années, on va pas faire le cursus, mais de la première année de droit jusqu'au diplôme supérieur de notaire. Pourquoi on dit supérieur? Je n'en sais rien. Un diplôme de notaire, c'est un diplôme de notaire, après tout. Donc ça fait de licence, maîtrise de SS, des 7, bam. Et je suis devenu notaire assistant. J'ai travaillé 2 années, et peut-être parce que je suis un idéaliste, ou alors parce que je suis pas assez, je sais pas. En tout cas, je me suis profondément ennuyé. J'étais très déçu par ce que je croyais être un métier de chevalier, à savoir défendre la veuve et l'orphelin, justement contre les prédateurs. J'ai arrêté. Le notaire, je crois pas que ce soit ça la définition. Ça devrait être ça, parce que c'est comme ça que ça a été mis en place par le décret Ventozan 8. À l'époque, en France, tout le monde ne parle pas français, tout le monde ne sait pas lire, tout le monde ne sait pas écrire. Et c'est Napoléon. Et donc, ces conseillers juristes disent il faut protéger ces gens, établissons un officier public ministériel qui va protéger les faibles. Et comme toujours, quand on donne un monopole et du pouvoir, c'est dévoyé. Et aujourd'hui, s'ils sont pas forcément reconnus comme tels, c'est parce qu'ils ont un peu fait n'importe quoi. Voilà. Alors, voilà, c'est dit. Donc, ce
quand même, alors, les abeilles, mais en fait... Les pommes, les poires, les prunes, les pivoines, les abeilles, le droit. Votre papa, il avait quitté la profession, alors il faisait autre chose. Non, papa, il est resté. Il avait du terrain encore, jusqu'au bout, on a tenu... il avait du terrain d'exploitation, d'accord. On a continué tant qu'on a pu jusqu'à la faillite. Et c'est moi qui l'ai fait arrêter. Bon, il a eu un accident assez grave sur la route avec son tracteur, et c'était l'occasion de dire maintenant, on arrête tout, sinon ils auraient tout perdu. Mais il cultivait quoi? Pommes, poires, pivoines, rhubarbe. D'accord. Alors, donc, du coup, après 4 ans, je ne parle pas du nombre d'études, parce que pour devenir notaire, c'est 8. C'est très long. C'est comme pour être médecin. Pardon. Donc là, ça ne vous plaît pas. Et donc, du coup, comment on se retrouve comédien? Alors, les études étaient passionnantes et nécessaires. Le métier, l'exercice du métier m'a beaucoup déçu, mais ça arrive souvent dans pas mal. Aujourd'hui, tout le monde change de métier en disant ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, voilà. Et moi, j'avais un rêve très secret, très caché, très enfoui d'enfant. En ayant vu certains films, je pense au nom de tous les miens, je pense les uns et les autres, alors c'est des films qui aujourd'hui sont peut-être moins connus, Le Vieux Fusil. 12 hommes en colère. Aussi, j'avais un rêve très fort de dire, mais moi je veux faire ça, moi je veux être ça. Ah, mais ça c'est pas... Voilà. Mais on se dit, c'est de la sociologie, au fond, quand on est un môme comme ça, fils de paysan en banlieue parisienne des années 70-80, je peux pas y aller, moi. On voudra pas de moi, on va même pas m'écouter, mais on va me regarder, c'est interdit. On se dit, interdit, mais non. Mais donc voilà. Et finalement, à un moment donné, alors il y a une raison aussi que je vais peut-être évoquer, mais je décide de tout arrêter, d'arrêter de me mentir et de mentir, c'est-à-dire que je faisais les choses, j'espère, avec sincérité et responsabilité, mais en réalité... Enfin, il faut quand même une grosse dose on va dire, de courage, ou que c'est très courageux, téméraire, voire fou, de quitter un métier que tout le monde rêverait plus ou moins de faire. Oui, alors, je parle sur le plan de la position sociale. Je parle pas sur le plan de ce à quoi sert ce métier. Après ça, moi, j'ai jamais été notaire. Ça me serait jamais venu à l'idée, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un statut, une fortune a priori assurée, en tout cas dans ces années-là, et puis une notoriété que j'appelle de clocher. Bon, et du pouvoir, en plus. Mais ça, c'est une chose. Moi, c'est pas ça qui m'a motivé dans l'envie de faire ce métier, ou le besoin de faire ce métier, déjà. Donc ça, déjà, on peut mettre de côté cette... Et puis, il y a une autre chose dont j'ai pas parlé, mais dont je vais parler brièvement, c'est que c'est dans ces années-là que j'ai dû subir une grosse intervention de chirurgie, qui s'est très mal passé. Donc après, en étant notaire... À l'époque où j'étais encore notaire... À l'université. Mais non. Un exercice. Où il a fallu subir cette intervention, et j'avais déjà ce rêve, ce souhait très 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 fort, mais non révélé. Et puis arrive cette intervention, qui aurait dû être très simple, ça a été très compliqué. On parle aujourd'hui d'expérience de mort imminente. Oui, effectivement, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on voit, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est en sortant de réa, après 3 mois de réanimation chirurgicale, que j'ai dit, on arrête les conneries. On arrête la façade pour faire bien et le bien. On arrête de se conformer. On va là où on a envie d'aller. On vit ce qu'on a envie de vivre. Et là, j'ai tout arrêté pour oser. Et c'était une folie, c'est vrai. C'était tourner le dos à à une vie facile, finalement. Oui, à une vie facile, pour oser tenter d'aller là où on rêve d'être. D'accord, parce que être comédien, même à l'époque, ça a toujours été de toute façon un métier très difficile, un métier où on n'est pas sûr de réussir, un métier où on n'est même pas sûr d'avoir du travail. Un métier où on n'est même pas sûr de survivre. Parce que je crois pouvoir dire, quel que soit le rêve, on dit qu'il faut vivre ses rêves, n'est-ce pas? On dit ça, ou ça a été écrit, ça a été dit, et finalement, et c'est dommage, ose le faire. Peut-être il faut un grain de folie, peut-être il faut une révélation, comme ce que je viens d'évoquer par rapport à cette expérience de mort imminente, où en sortant de là, il y a beaucoup de choses qui changent. On se dit, il faut arrêter d'être dans une illusion de tout, il faut être dans la réalité de ce qu'on veut. Peut-être que c'est ça, certainement, mais en tout cas, je souhaite à tout le monde même si ça a un prix, et ce prix est lourd, parce que pour l'instant, je n'ai pas la carrière dont je rêvais, je n'ai pas Quand je parle de carrière, je parle pas de la notoriété, je parle des projets fantastiques qu'on aimerait aborder, vivre, développer. Mais c'est quand même un parcours, je regrette pas de l'avoir fait. C'est un parcours alors qui n'est pas né par hasard, parce qu'il y a beaucoup de comédiens ou comédiennes qui vont vous dire « Ah bah tiens, je passais au studio, il y a Fellini qui est passé, qui m'a vu. » Non, il y a eu une école aussi.
Alors, Donc ça fait combien d'écoles en tout? il y a une école, moi je suis un Vous peu... aimez l'école, hein, Je suis un apparemment. peu un voyou dans ce métier parce que le paradoxe, c'est que moi, les cours, j'y suis resté 3 mois. 3 mois, ben c'est déjà pas mal. 3 mois parce que j'y trouvais pas mon compte et que, alors, au bout de 3 mois, effectivement, j'ai été repéré par quelqu'un qui m'a fait travailler assez tôt et je pense que c'est vraiment en travaillant qu'on apprend. On a peut-être moins maintenant, beaucoup d'acteurs qui ne l'étaient pas au départ dans une certaine période de l'histoire du cinéma ou du théâtre et qui finalement, parce que ils ont été repérés ou ont osé se présenter, je pense à Lino Ventura par exemple. C'est une autre époque, mais quand même, Delon lui-même d'ailleurs finalement. Il vient d'Indochine, c'est un voyou qui traîne un peu les bars, il est repéré et finalement ça fait la carrière qu'on a eue. Je pense au Roche Dizem aussi. Enfin, beaucoup ont il y été. Il y en a encore heureux. Gérard Lanvin, c'était ça. Gérard Lanvin aussi. Voilà. Il travaillait au puce. Il vendait des chaussures. Voilà, c'est ça. Donc, je moi j'appelle ça, et c'est joyeux, on est un peu des voyous du métier, puisqu'on n'a pas fait Florent, on n'a pas fait Périmonie, on n'a pas fait le conservatoire. Alors on le paye, hein, attention. Parce qu'on n'a pas le réseau qui va. Parce qu'on n'a pas le réseau que ça permet de développer, on n'a pas les familles que ça permet de développer. On est un peu des francs-tireurs et c'est beaucoup plus dur. On le paye, bien sûr. On le paye aussi parce que il nous manque par moment peut-être des éléments de formation, surtout en théâtre, j'entends. Quant à une technique que l'on apprend finalement, que l'on se force à découvrir et à mettre en place ensuite. Mais moi, je crois surtout et seulement à ça, au travail. Mais il faut qu'on ait la chance. C'est ça le problème, d'avoir ce travail. Bon, moi, j'ai eu de la chance, c'est vrai, assez rapidement. Et ensuite, il y a des hauts, il y a des bas. On en parlera tout à l'heure. Alors moi, j'ai rêvé 5 minutes d'être comédien, mais j'ai pas du tout le talent, ni la mémoire. Quand on monte pour la première fois sur une scène, comme ça, qu'il y a tout ce public, qu'est-ce qu'on ressent? Quand c'était déjà un rêve que l'on pensait même pas envisageable, je dis bien même pas envisageable lorsqu'on est en 6e, en 4e, en 3e, ou lorsqu'on sort d'un film qui nous a bouleversés, et qu'enfin, curieusement, et ça va très vite, j'entends par là les émotions. On se retrouve effectivement dans une grande salle avec une grande mise en scène et un gros, comme on dit, un gros spectacle. Je crois qu'on n'est même pas conscient de ce qui se passe. Et il y a quelque chose comme une excorporation, comme un autre état. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis après, bien sûr, on revient. Mais ça paraît pas vrai. Je pense que c'est nécessaire. Ça paraît pas vrai. Et en même temps, on est concentré pour faire le mieux possible. On est concentré pour ne pas se laisser submerger par je ne sais quelle peur, trac ou j'en sais rien, panique. Donc, il y a la concentration, il y a la préparation. Moi, je dis toujours, je me mets en mode samouraï. C'est-à-dire que je suis prêt. S'il y a un pépin, il va peut-être me désarçonner, mais en général, je suis prêt. Ça se travaille, ça se prépare, on est sérieux, c'est pas une rigolade. Et on fait ça avec cœur et force. Mais on est quand même, à un moment donné, surpris par des choses qui nous échappent, et tant mieux, quoi. Mais oui, c'est un souvenir fantastique et j'aimerais le vivre tous les jours. Alors, l'autre fois, quand on a eu un entretien, vous m'avez dit, je sais pas si j'ai bien compris, mais que vous étiez plutôt gentil dans la vie et qu'on vous colle toujours des rôles de méchants. C'est des rôles de composition qu'on appelle. Je suis un méchant dans la vie. Non, oui, alors ça, c'est... J'ai pas l'explication, pardon, de ça, ou alors peut-être c'est ce que j'incarne physiquement en termes de visage ou d'énergie. Mais moi, dans ma vie, mon but majeur, c'est de faire le bien et le faire bien. Et là, on parle plus de métier, on parle de vie. Faire le bien et le faire bien. Il n'y a que ça qui m'intéresse le plus. Mais mon incarnation, c'est le mot, je ne sais pas, mon emploi fait que pour le moment, je n'ai pratiquement que ça. Et c'est dommage, parce que moi, j'adorerais jouer dans une comédie ou avoir un beau rôle romantique. Et visiblement... Le méchant. Ouais. Alors, quel est le rôle de méchant qui vous a le plus marqué? Là, je viens de... Alors, c'est pas moi qui... On dit, je viens de terminer un film. J'en étais sûr que c'était Je n'ai pas terminé un film. J'ai participé à un film qui vient d'être terminé. Un grand film entièrement marocain. Je parle du financement et du site, qui s'appelle La Nuit du Destin. C'est un film de Morad Boussif, qui est un réalisateur belge d'origine marocaine, mais né en Algérie, donc tout un monde. Et ce film, La Nuit du Destin, ça se passe en France, pendant l'occupation, où comment le recteur de la mosquée de Paris, c'est quelque chose qui est assez peu connu, au risque de sa vie et de la vie de ses proches, a caché, nourri, exfiltré, sauvé plus de 1000 personnes
des aviateurs britanniques, des républicains espagnols, des résistants, des réfugiés et des juifs. Et il les a exfiltrés de quelle manière Par des, comme ça par les faux papiers. Alors, ils imprimaient dans la mosquée des faux passeports, des laissez-passer. Il a réussi à cacher, et c'était très dur pendant l'occupation, plusieurs centaines de personnes dans les dédales, dans les caves, dans les égouts, dans les cuisines, dans les greniers, dans tout ce qu'il y a sous cette mosquée qui quand même est très grande, donc il y en a des coins et recoins. Nourrir des gens pendant l'occupation à Paris, c'était terrible. Il a réussi à le faire, bien sûr. Et puis, alors, il y a eu la liste de Schindler. On connaît le film, on connaît l'histoire. C'est pas comparable, en même temps ça l'est, puisque c'est quelqu'un qui met tout en œuvre pour sauver des gens qu'il ne connaît pas, simplement parce qu'il estime que des innocents, des vulnérables ne doivent pas tomber entre les mains de gens qui vont de toute façon les exterminer. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'un aviateur britannique est invulnérable ? Oui, s'il n'est plus armé et qu'il est tombé sur le sol français et qu'il risque à tout moment de se faire attraper, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'un enfant juif ou un enfant de résistant qui a été tué, on l'a mis là? Oui, bien sûr. Donc moi, je trouve ça très important déjà, et ce film, j'espère, parce que pour l'instant, il est en montage, il sera au Festival de Marrakech à coup sûr, et peut-être en France un jour ou ailleurs dans d'autres festivals. Mais c'était ambitieux, très ambitieux ce film, et moi j'ai le rôle effectivement du personnage le plus dur, oui, c'est plus qu'un méchant, le plus cruel, le plus impitoyable, c'est le Reichsführer SS dans ce film. Sauf que je voulais absolument, et on est tombé d'accord avec le réalisateur dès la préparation sur ça, ne pas amener la caricature, je veux dire, de tout ce qu'on a toujours vu, le visage dur, les grands cris, les gestes forts, les claquements de talons. J'ai tenté d'amener à ce personnage des contradictions de la réflexion de l'humanité. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ces gens-là, même les plus convaincus, comme ils ont d'abord été des bébés, puis des petits garçons, des petites filles, des petits ados, des jeunes hommes, des hommes, et enfin ça. Il y a un chemin, il y a un parcours. Donc c'est pas seulement, comme toujours d'ailleurs, des brutes sanguinaires et impitoyables. Il y a tout un chemin, il y a toute une histoire. Et il devait y avoir un terrain au départ, et puis après... Et voilà, plus des événements de l'histoire. Pardon. Toujours. Mais je voulais ne pas être dans... J'espère avoir réussi ça. Apparemment, selon la production générale, oui. D'être dans un attendu ou, entre guillemets, une caricature de tout ce qu'on a toujours vu jusqu'à maintenant, même si parfois il y a des exceptions, bien sûr. Le commandant du camp dans les de Schindler, Ralph Fiennes, est formidable, mais également dans Inglourious Bastard, l'allemand, dont je me souviens pas le nom, est très drôle et très intéressant et impitoyable quand même. Il y a peut-être un peu de cette synthèse-là, plus ce que je voulais amener de moi, et qui soit pourtant aux antipodes, parce que je suis aux antipodes, évidemment, dans la vie de ce type de personnage. Alors là, on ouvre la lanterne magique, il y a un génie qui sort, oui. Et il vous dit... Vous allez avoir un rôle de gentil. Alors déjà, vous choisissez quoi, le théâtre ou le cinéma? Et quel genre de personnage? On va dire dans les pièces et les films qui existent. Je choisis tout. Alors, à propos des gentils quand même, il faut que je le précise, parce que ma carrière, elle est étrange. Là, on est vraiment dans une extrême, mais j'ai commencé au tout début, et je l'ai joué 80 fois au Palais des Sports, 40 fois en Arménie, une fois à Lourdes. J'ai commencé par jouer un juif au temps du Christ, puisque j'ai joué l'apôtre Barthélemy, personnage très important pour moi. Et dans une mise en scène de Robert Hossein. Et ça, c'était pour moi, même si certains disent que c'était pas du théâtre, que sais-je, machin. En tout cas, c'est de la scène. Et c'est drôle dans une vie d'acteur de passer d'un apôtre au temps du Christ à Reichsführer traqueur de juifs. Bon. C'est ça qui est bien aussi. Ça, c'était un vrai gentil, pour le coup. Mais on reste dans des choses historiques. Aujourd'hui, la question, c'était qu'est-ce que j'aimerais comme personnage ? J'ai pas d'idées qui me viennent, mais il y en a forcément dans la littérature ou les choses qui ont été faites ou au théâtre, mais aussi, pourquoi pas, dans la création. Mais ça me plairait tellement. Gentil ou comique ? J'adorerais ça. Alors, gentil, comique. Ah oui, mais bon, pour l'instant... Dans le répertoire français, oui, pour l'âge. Répertoire, ou bien sûr. Mais de quel acteur masculin vous rapprochez-vous le plus dans le style? Je sais pas, je dis n'importe quoi. Gérard Philippe, Gérard Depardieu, Patrick Devers. C'est pas à moi de le dire. Vous, en tant que
qui m'a inspiré ou Non, bien pas inspiré. à quoi je semble correspondre ou bien Oui, pas inspiré, non, mais qui est pas votre modèle non plus, mais un acteur que vous aimez beaucoup. Ah, alors, Pour des raisons professionnelles, je oui, parle. oui. Par exemple, moi, Viggo Mortensen me fascine parce que ça soit dans le retour du roi ou ce film Les promesses de la nuit ou quelque. Voilà, je me souviens plus où il est incroyable en voleur dans la loi, hein, ces voyous des pays de l'Est, ou d'un seul coup. Puis il est aussi réalisateur. Ce film sublime, Green Book, où il a pris 40 kilos. Voilà vraiment pour moi quelqu'un qui est un immense professionnel et réalisateur aussi d'ailleurs. Donc ça, oui, pour le coup, dans les inspirations. Alors il peut être décrié, mais je pense que Delon, on peut pas dire le contraire, a inspiré beaucoup de gens dans le cinéma américain, et ça c'est assez méconnu, mais il a apporté quelque chose et ça m'a beaucoup plu. Et de façon contemporaine, oui, Viggo Mortensen bien sûr, et chez les jeunes là, français actuels, entre Pierre Ninet, je sais pas moi, Louis Garrel, non. Si. Mais je peux pas les ramener à. On n'a plus le même âge. Hein? On n'a plus le même âge. Ah oui, bon, avec le maquillage. Avec le maquillage, on peut tout faire. Bon, alors c'est très bien, mais bon, donc. Par exemple, il fait toujours un travail admirable, Benoît Poelvoorde. Ah oui. Qui passe du drame à la comédie, au clown, à l'impitoyable. Il a commencé d'ailleurs par un rôle de méchant, cynique, impitoyable. C'est arrivé près de chez vous, et entre-temps, il a fait des choses tellement vastes et magnifiques. Par exemple. Est-ce que vous auriez aimé jouer au cinéma ou au théâtre pour Marguerite Duras? Oui. Oui? Ah oui. Mais c'est que le texte, là. Oui. Mais pour quelle raison? Déjà, interpréter un texte de femme, je trouve que c'est bien. Et ensuite, une profondeur et une poésie très, j'allais dire, nuageuse, qui, moi, m'embarque. Christian Bobin, c'est très différent, mais était aussi un peu l'héritier de Marguerite Duras, dans ce côté imperceptible, en même temps tout de suite très touchant, dans cette incompréhension et en même temps une pénétration des mots et de l'ambiance. Littérature poétique, on va dire. Ouais. Entre les deux, voilà. Et alors, il se trouve qu'après tout ce travail d'acteur, vous vous êtes retrouvé metteur en scène de théâtre. Alors oui, j'ai fait des adaptations, notamment Lilium, et collaboré à la mise en scène. J'ai mis en scène du one man, comme quoi le comique, on y vient. C'est pas moi qui jouais, mais j'en ai mis plusieurs. Et puis d'autres pièces un peu moins connues. J'ai aussi une pièce qui est écrite, que je n'ai pas pour l'instant pu monter, qui s'appelle 5 heures en juin, qui est un huis clos pendant la Résistance, curieusement, en France, huis clos familial. Et ça fait partie de mes grands vœux, là encore. Il faut qu'on me prête vie et chance pour que ça existe. Ça a failli se monter plusieurs fois, et pas avec n'importe qui. Et au final, parce que c'est pas une comédie, là encore, ça n'a pas été fait. Et ensuite, il y a l'écriture d'un roman qui me tenait à cœur depuis longtemps, qui s'appelle L'aube d'un autre monde, qui est une uchronie. Mais oui, il est là. Mais qui est là. Qui est là. L'aube d'un autre monde. Alors, mais avant qu'on passe là, parce que vous avez un peu tout interverti l'ordre de mes questions. Pardon. Non, mais c'est pas grave. Non, j'avais entendu dire, mais c'est peut-être une bêtise, que quelqu'un qui disait que pour être metteur en scène de théâtre, je parle, ou même de cinéma, il n'est pas nécessaire d'être acteur, de savoir jouer. Oui, certainement. Il faut savoir comment interpréter, mais c'est pas nécessaire d'être très bon acteur. C'est fort possible. Moi, je crois que de toute façon, puisqu'on parle de mise en scène, ce qui compte, c'est de savoir ce que l'on veut, mais surtout de ce que les autres peuvent. Et de partir d'eux, toujours, leur permettre d'avoir un champ d'expression et de créativité très important. À partir de là, qui peut le plus, peut le moins, trouver ensemble, avec de l'harmonie et du respect, un chemin qui permet d'avoir quelque chose de bon, voire de surprenant, voire d'exceptionnel. Donc au fond, mais c'est ce que disait Lelouch. Au départ, il a commencé par être cinéaste aux armées pendant son service militaire, et il a fait tourner des militaires, des sergents, des généraux, j'en sais rien, des soldats, qui étaient au début devant sa caméra catastrophique. En fait, il a laissé ces gens trouver leur marque, leur terrain d'expression, leurs aptitudes, il les a révélés.
Et il disait, et ça je me souviens, il le dit dans son livre Itinéraire d'un enfant très gâté, que de n'importe qui, on peut faire un très bon acteur. Ça prend du temps, il faut beaucoup d'humanité, beaucoup de patience, beaucoup de sensibilité, et permettre à quelqu'un de trouver sa voie d'expression. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'acteurs non professionnels dans le cinéma. Oui, il y en a aussi, oui, bien sûr. Et évidemment que c'est beaucoup plus facile quand on a un acteur soit doué, soit très confirmé, ou qui a beaucoup d'expérience, qui arrive en 2 minutes, l'accaparation de l'espace, le texte, le rythme, si c'est un film, le chant, les mouvements, bien sûr. Mais si on est à l'état brut d'une interprétation, à plat, comme ça, je pense que oui, on n'a pas besoin forcément d'être un acteur et un bon acteur pour mettre en scène. Alors, il y avait donc ce livre-là que vous m'avez devancé. Oui, en fait, je voulais dire juste un mot quand même. C'est que ce roman, il a quand même plu à Bertrand Tavernier qui vous avait dit « Ah ben, c'est pas difficile, tu n'as qu'à appeler... » À l'état de manuscrit. Effectivement, je lui transmets, il m'appelle, on se voit, et il me dit, avec sa voix comme ça, « Mais ça, c'est très professionnel, c'est très très bien, mais moi je ne réalise pas autre chose que ce que j'écris. J'ai fait une exception, dit-il, c'était La fille de D'Artagnan, à la demande de Sophie Marceau. Mais en revanche, un texte comme celui-ci, il faut le traduire, il faut partir aux États-Unis. C'est pour Clint Eastwood, c'est pour Sean Penn, ou Iñárritu, il faut y aller, etc. Voilà. Et puis, me dit-il, en plus, c'est une production qui est énorme, c'est pour les Américains, il faut aller les voir, etc. C'est un énorme budget de traduire ça. Moi, j'ai un anglais qui n'est pas parfait, et c'est une aventure d'1 ou 2 années, en ne connaissant personne, encore plus en France, quand j'ai arrêté de faire le notaire pour faire acteur. Je dis pas que j'ai pas eu le courage, mais j'ai pas eu le temps et la possibilité. Et je compte, alors que l'on m'entende, que ce livre finisse par tomber dans les mains des bonnes personnes, en France ou à l'étranger, qui savent évidemment dire le français, producteurs ou réalisateurs, de façon à ce que... Vous avez quelques idées, d'ailleurs. Selon la promesse qui en a été faite par nombre de lecteurs, et certains... il avait été lu aussi à l'époque, mais bon, par Robert Hossein, il a été lu par Julien Seri, il a été lu par Paul Vecchiali, étonnamment. On peut penser que c'est pas son univers. Mais... Ah non, pas vraiment. Mais il en a fait, pareil, un constat très élogieux, donc ça encourage. Et de là, arriver à publier ce texte, c'est un objet, du coup, littéraire, quoi qu'on en dise, et qu'il tombe enfin dans les mains de gens qui prennent, c'est pas toujours le cas en France, de s'y intéresser, de lire et du coup d'oser. Alors, on va terminer là-dessus, sur ce livre. Ouais. Ben, peut-être que pour... Une question à poser. Je n'ai pas lu le livre, excuse-moi, j'ai une question à poser. Mais est-ce qu'il aurait pu être adapté en bande dessinée ? Absolument. Ah, complètement, oui. Absolument, et je l'avais envoyé à plusieurs éditions, dont Glénat, dont c'est une super collection, ça s'appelle Bonne Sœur, le titre, parce qu'on est là-dedans. On ne m'a jamais répondu. Ce livre, c'est un roman, je l'ai lu, il parle d'une histoire quand même très romanesque, c'est le cas de le dire, puisque c'est un roman. Et donc, lorsque je vous ai posé des questions pour Il était une fois le cinéma.com au sujet de ce livre, vous aimeriez qu'il tombe particulièrement dans les mains de certains réalisateurs. Et lesquels ? Et pourquoi ? Alors, on a cité ces réalisateurs américains que Bertrand m'avait conseillés. Je ne l'ai pas fait. Mais en même temps, je ne suis pas forcément chauvin. Mais pourquoi pas des réalisateurs français ? Ça serait bien aussi. Qui osent s'attaquer à ce genre de choses. Il serait temps. Et il y a Olivier Marchal, il y a Jiménez, il y a Xavier Giannoli, qui seraient peut-être surpris d'avoir envie de réaliser l'histoire de ces personnages. Après Les Illusions perdues. Ouais, et puis là, son film. Et puis le film qui sort mercredi prochain. Il y a des gens comme ça, Marchal, Jiménez, Giannoli, j'en oublie, mais il y en a. Viggo Mortensen, qui, j'en ai parlé tout à l'heure, pourrait non seulement réaliser, mais interpréter. Mais là, on part à nouveau en dehors de France. Et puis après, il y a les producteurs. On me dit tout le temps qu'Alain Attal s'intéresse énormément, lit est très sérieux. Eh bien voilà, il faut que je trouve le moyen de le mettre dans les mains d'Alain Attal. Voilà. Si vous avez le 06 de ces gens-là, voilà. Merci de nous les envoyer. Exactement. Non, il faut tomber sur des gens sérieux qui s'intéressent vraiment, lisent en entier, et du coup,
génère c'est une machine de guerre, un film, hein. Machine de guerre, est-ce qu'on peut dire ça en ce moment, mais génère tout ce que ça représente d'organisation, de préparation. Un métier à tisser, je dirais plus. Et parce que c'est pareil, Bertrand m'avait dit, mais c'est un truc énorme, ça c'est un coup, tu peux faire un coup avec ça, parce qu'il y a un résultat. On va pas comparer cette histoire avec le Rocky de Stallone, personne en voulait, il a quand même essayé, finalement il l'a fait, et ça a rapporté 2000 fois la mise. Bon, là on a peut-être, sûrement d'ailleurs, une narration, une histoire, une aventure qui peut être un énorme film, qui peut rapporter beaucoup, parce que ça reste aussi, c'est pas moi l'objectif, mais le monde du cinéma est une industrie. Merci beaucoup et bonne chance. Eh bien, merci beaucoup à vous, et à bientôt. Et à Alain Chaîne. Et à la prochaine. Et à une prochaine.